Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce numéro d'Actu 7 pour faire le tour de l'actualité de la semaine sur votre chaîne panafricaine internationale. Sur ce plateau, Georges Aboké, bonjour. Bonjour Aziz et bonjour à tous et bon dimanche et bonne fête de la Pentecôte. Et nous aurons en ligne de Dakar Ousseynou Nargueil, fondateur du site d'information tract.sn pour commenter l'actualité. Nous allons ouvrir par le fait de la semaine qui est consacré à l'assouplissement des mesures qui encadrent la liberté de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, ainsi que Charles Blé Goudé, son ancien ministre, sont libres d'aller et venir désormais. La Chambre d'appel de la CPI a décidé de réexaminer la nécessité de maintenir les conditions imposées à la mise en liberté des deux personnes acquittées. Le rendu de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale stipule que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'auront plus également à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent aller vivre dans l'un des 134 États partis au statut de Rome, y compris la Côte d'Ivoire. Cela à la seule condition que les autorités du pays acceptent de les accueillir. À noter que l'ancien président ivoirien et son ancien ministre sont attendus par la justice en Côte d'Ivoire pour avoir été condamnés à 20 ans de prison par contumace. Il s'agit pour Laurent Gbagbo de l'affaire dite du braquage de la banque BCAO et une condamnation pour acte de torture, homicide volontaire et viol concernant Charles Blé Goudé. La Cour pénale internationale qui avait déjà acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en janvier, finalement, vient de desserrer un tout petit peu l'étau, Georges. Comment doit-on interpréter cet assouplissement ? Oh, je pense que c'est un procès qui est arrivé depuis longtemps à son terme. Aujourd'hui, on parle d'assouplissement. Moi, je dirais carrément de libération totale. C'est ce qui transparaît quand on lit les documents qui suivent cette décision. On a le sentiment qu'on veut un peu ménager la procureure et son staff, mais bon, les choses sont claires et nettes. Il a été acquitté déjà depuis plus d'1 an, depuis janvier 2019. Nous sommes à la fin du mois de mai 2020, donc ça fait plus d'1 an qu'on est parti encore sur des appels et tout ça, et on a le sentiment que la décision a été prise de libérer Laurent Gbagbo, mais mettre cela en application était gênant pour qui, difficile à dire, mais en tout cas c'est une déconvenue, ça il faut le dire, pour la procureure, c'est une déconvenue également pour le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire qui a à un moment décidé de faire en sorte que malgré la décision qui avait été prise depuis janvier 2019, eh bien l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'aient plus la possibilité de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça fait presque méchant parce que, et puis la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a envie au niveau du pouvoir en place à Abidjan, est-ce qu'on a véritablement envie d'aller à la paix, d'aller à la cohésion et de tourner définitivement la page de cette élection qui a conduit à une crise en 2010. Nous sommes en 2020, il est temps de tourner définitivement cette page, et puis pourquoi aussi continuer sur cette lancée. Il y a eu une foule de témoins qui ont été présentés à la barre. Il y a eu tout en tout cas, et puis résultat, ils sont acquittés. Alors allons-y pour l'acquittement, et puis allons-y peut-être pour tourner définitivement la page, surtout que dans quelques mois, dans 5 mois, il y a une élection présidentielle, donc il serait intéressant que toutes les partis, toute la classe politique ivoirienne
eh bien, regarde les choses de façon froide, regarde l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et fasse en sorte que l'élection qui arrive ne soit pas encore une élection scabreuse. Alors, il y a des risques de tension. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est-il en situation, Georges Aboké, de rentrer en Côte d'Ivoire s'il le souhaite? Bon, on sait que le retour en Côte d'Ivoire est lié à une autorisation d'entrée. Alors ça va faire bizarre que quelqu'un qui est originaire d'un pays ait des difficultés pour entrer dans son pays. On le voit avec la crise du coronavirus. Certains ressortissants de tous les pays se sont retrouvés bloqués à travers le monde et chaque pays a fait un effort pour rassembler ses ressortissants et puis les ramener au pays parce que bon, c'est là leur base. Bon, ça va faire bizarre que le pouvoir en place à Abidjan décide que le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé n'aient pas la possibilité de retourner en Côte d'Ivoire. Bon, on attend de voir. On attend aussi de voir ce que les concernés eux-mêmes vont décider parce que, comme vous l'avez dit, il y a des charges qui les attendent encore. Il y a des décisions de justice auxquelles ils doivent faire face. 20 ans chacun. Ça a été dit dans le sujet qui a été développé tout à l'heure. L'un pour le braquage de la BCAO, la Banque des États, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et puis Charles Blé Goudé pour viol et que sais-je encore. Bon, on verra bien. Selon de nombreux observateurs, il est question maintenant de tourner définitivement la page. Alors, est-ce que toutes les parties prenantes vont le faire? On attend. Le président Henri Konan Bédié, il s'est fendu d'un communiqué pour saluer la libération, on va dire, définitive de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et puis, il a dit que bon, maintenant, c'est un élément clé du processus de cohésion, du processus de réconciliation qui est disponible et espérons que cette classe politique-là, y compris Laurent Gbagbo, Bédié, Alassane Ouattara et tout, on espère qu'ils vont aller ils ne sont pas obligés de s'entendre, mais ils sont quand même obligés de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas une nouvelle crise. Alors il y a le processus de réconciliation. Beaucoup considèrent, comme l'ancien président Henri Konan Bédié, qu'il sera parachevé par Laurent Gbagbo, qui est un maillon essentiel de la réconciliation. En Côte d'Ivoire, il y a trois grands partis. Il y a le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Henri Konan Bédié. Il y a le FPI, le Front populaire ivoirien, avec à sa tête officiellement actuellement Pascal Affi N'Guessan, mais on sait qu'au-dessus il y a Laurent Gbagbo. Et puis il y a le Rassemblement des Républicains qui s'est transformé en s'associant à un certain nombre d'autres partis, qui s'est transformé en RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Et donc ce sont trois grandes entités et il est difficile d'aller à une cohésion sérieuse si l'un des blocs, vous voyez, ça fait trois blocs, l'un de ces blocs-là n'est pas présent. Alors on va peut-être essayer de joindre à Dakar Ousseynou Nargueil. Ousseynou Nargueil, bonjour. Aziz Tiandi, bonjour. Bonjour Aziz Tiandi. Merci de nous rejoindre. Comment avez-vous vu de Dakar cet assouplissement des mesures qui entourent la liberté conditionnelle accordée à l'acquittement de l'ancien président Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. On sait qu'ils ont été acquittés, Georges le soulignait tantôt, depuis janvier 2019. Alors, vu de Dakar, ça nous convainc que la justice africaine, par les cours africaines, comme celle qui a été
déroulée pour Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est peut-être plus heureuse et plus adéquate que celle de la CPI qui, dans le cas de Laurent Gbagbo, après 9 ans de détention provisoire de l'ancien président ivoirien, a conclu à un acquittement, même si la procureure Bensouda a décidé d'en faire appel. Et donc, la mesure d'assouplissement de ces mesures, enfin de ces conditions de déplacement est dans la droite ligne de l'acquittement qui a été fait il y a quelques mois, à peu près 1 an, de Laurent Gbagbo. Je pense que les observateurs dans la population comme dans les décideurs politiques saluent cette décision de la CPI qui aussi contribue, je pense, à donner à Laurent Gbagbo les moyens de participer à un retour à la paix civile en Côte d'Ivoire. Parce que tant que Laurent Gbagbo avait une entrave, un caillou dans sa chaussure comme celui de son déplacement, on pouvait comprendre qu'il ne soit pas très volontaire pour répondre aux appels à la réconciliation nationale et à la paix civile, des appels qui sont incontournables si on veut que la prochaine élection présidentielle ivoirienne, prévue pour le moment pour octobre, mais elle ne se tiendra certainement pas en octobre, que cette présidentielle-là ne débouche pas à nouveau sur une crise, sur une guerre civile pour la Côte d'Ivoire. Les 3 qui sont concernés pour cette paix civile-là, Ouattara, il a fait sa part en disant qu'il n'était pas candidat, même s'il pousse un peu trop son dauphin Gon Koulibaly. Et les 2 autres, ce sont les dinosaures de la vie politique ivoirienne que sont d'un côté Laurent Gbagbo et de l'autre le président Konan Bédié. Je pense qu'on doit les mettre à l'aise en termes d'épée de Damoclès judiciaire qui pèse sur eux pour leur permettre de donner la seule réponse qui soit valable pour la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire qu'ils acceptent de ne pas concourir à cette élection-là. Alors, est-ce que, Georges... Je suis entièrement d'accord avec la lecture que fait notre confrère, dans la mesure où l'un des objectifs aujourd'hui qu'il faut que la Côte d'Ivoire et la classe politique se donnent, c'est aller à une paix définitive, c'est de tourner définitivement la page noire que ce pays a connue. Tout à l'heure, Ousseynou relevait aussi que finalement, les instances africaines ne sont pas moins crédibles que la CPI. Et justement, dans le procès qui concerne Laurent Gbagbo, je crois que la CPI a pris beaucoup de risques et a mis sa crédibilité, j'allais dire, en jeu. Et ça va pas être facile par la suite de remonter la pente parce que tout le monde a vu qu'il y avait trop de tripatouillage dans cette affaire. D'abord, on n'a pas pu, après 9 ans, comme l'a relevé Ousseynou, après 9 ans de détention, on n'a pas pu donner des preuves qui auraient conduit à comment on va dire ça, une condamnation. Et puis on arrive à une libération, à un acquittement avec des conditions encore. Bon, tout ça, ça ressemblait à un feuilleton plutôt juridico-politique et pas seulement juridique. Et donc, la CPI, la Cour pénale internationale, a joué là avec sa crédibilité et ils sont nombreux à travers le monde, à commencer par les Américains par exemple, à dire que cette Cour pénale internationale, eh bien, ils n'y croyaient pas trop. Alors, c'est une leçon pour les Africains d'apprendre à créer, non seulement dans leur propre pays, mais aussi au niveau régional et continental, des institutions, des instances crédibles. Et la Cour qui a géré le cas d'Hissène Habré à Dakar, eh bien, personne n'a eu pratiquement à redire. C'est la sanction qui est tombée, le verdict qui est tombé a été accepté. Et bon, tout le monde a reconnu qu'un bon travail a été fait. Et donc, cela veut dire que de plus en plus, on doit pouvoir donner les moyens aux instances africaines de régler ce genre de difficultés. Mais bon, tout ça n'empêche pas, ne dédouane pas la classe politique ivoirienne. Elle a un rôle éminemment important à jouer aujourd'hui. Et l'une des commandes, pour ne pas
pas dire que les commandes sont dans les mains du président Alassane Dramane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire. Certes, il a son candidat qui a été désigné, mais il a devant lui une grande porte. Maintenant, à lui de faire en sorte que cette porte débouche sur un apaisement total, sur un retour total à une vie civile correcte, et qu'on sorte définitivement de cette galère, de cette crise avec des guerres, avec des... il ne se passe pas des fois une seule semaine sans qu'on ne parle de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est tout à fait négatif. C'est l'un des piliers de l'économie ouest-africaine. Il est temps que ce pays retrouve ses marques. Il est temps que ce pays retrouve ses marques. Georges l'a répété, et vous aussi, Ousseynou Nargueil. Vous êtes pessimiste quant à la tenue à date de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre, Ousseynou Nargueil, en Côte d'Ivoire? Non, je suis tout simplement réaliste. Le principal challenger, c'est le sortant, qui est incarné ici par son Premier ministre et dauphin, Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes déjà au mois de juin, c'est-à-dire à 4 mois de cette présidentielle supposée du 31 octobre. Nous sommes encore en pleine crise du coronavirus qui est parti pour être en Afrique de l'Ouest, selon les prédictions des différents groupes, comités en charge de la gestion de cette pandémie dans nos pays, pour être là pendant tout l'hivernage et donc jusqu'au mois de septembre. Des grands rassemblements ne seront pas possibles, et qui dit grand rassemblement dit meeting politique. Gon Coulibaly, qui tient la corde parce qu'il est investi par son président sortant, Alassane Ouattara, doit quand même labourer le terrain pour se faire accepter, non pas comme un technocrate qui sert le chef de l'État en poste, mais comme un politique à même d'incarner les espoirs de la nation ivoirienne. Pour cela, il lui faut du temps. En plus de cela, sur un plan plus subjectif, il est malade. Il a été exfiltré à Paris, où il est en convalescence après avoir subi une opération du cœur. Il y a un Premier ministre par intérim qui est Ahmed Bakayoko, qui a, c'est vrai, soutenu la candidature, la désignation d'Amadou Gon Coulibaly, même si on prête des intentions, des ambitions à l'ancien ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, on lui prête des ambitions présidentielles à cet ancien journaliste-là. Et la désignation de Gon Coulibaly ne s'est pas fait sans dommage dans la coalition présidentielle et dans le gouvernement ivoirien, puisque deux ministres ont dû partir de cet attelage gouvernemental-là. Deux ministres qui président des partis alliés au RHDP, anciennement RDR, dont le ministre Mabry Kouakeus et le ministre des Affaires étrangères. Donc je pense que il faut du temps, il faut donner du temps au temps pour que cette élection-là soit profitable au président sortant. C'est François Mitterrand qui parlait de donner du temps au temps, et je vais peut-être citer de là où vous vous trouvez à Libreville l'expression qu'on prête à Omar Bongo, qui aurait dit que on n'organise pas des élections pour les perdre. Ouattara n'organise certainement pas ces élections-là pour que son dauphin les perde. Je ne pense vraiment pas que cette élection-là puisse se tenir, même pas pour l'année 2020, mais certainement dans le premier trimestre 2021, parce que plus loin que cela, un report de plus de 6 mois serait un peu indécent pour un pays qui ne connaît pas une crise politique majeure. Ousseynou Nargueil fait une lecture qui entrevoit peut-être un report de la présidentielle, mais Georges Aboké, on a vu au Burundi les élections générales se tenir en faisant fi du coronavirus. Justement, on a vu au Burundi cette élection se tenir avec une crise entre ce pays, le Burundi, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le Burundi se plaignait d'une ingérence des représentants de l'OMS dans la gestion de la crise du coronavirus. Toujours est-il que le Burundi a organisé ces élections. En plus, c'était plusieurs élections, la présidentielle, les législatives et
les municipales, ça faisait beaucoup, ça a rassemblé beaucoup de monde. On veut voir maintenant les conséquences. Bon, on n'est pas forcément en train d'attendre que ça crée une flambée au niveau des cas d'infection au coronavirus, mais bon, c'était l'une des plaintes quand même de l'OMS. Là-bas, ça s'est tenu. Bon, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça va se tenir? Ousseynou entrevoit, lui, un report. Pour le moment, les autorités ivoiriennes continuent de maintenir la date du 31 octobre 2020. On a vu que devant l'impossibilité de procéder à un enrôlement correct, parce que si on veut procéder à un enrôlement correct, eh bien, le temps qui est imparti, le temps qui reste, ne pourrait pas permettre, même sans le coronavirus, n'aurait pas permis de faire cette élection. Et donc, le président Alassane Dramane Ouattara a décidé que les personnes déjà électrices, détentrices de leur carte, de leur ancienne carte d'électeur, eh bien, pourraient s'en servir. Donc, pour le moment, on n'a pas encore... c'est vrai qu'il y a cette crise du coronavirus, mais il n'y a pas encore de décision tendant à dire qu'il y aurait un report, même si dans l'esprit de beaucoup, c'est le cas. On verra bien. Dans tous les cas, les partis politiques sont en train d'affûter leurs armes. Et le souhait de tous, c'est que c'est une phrase consacrée pratiquement, que cette élection soit ouverte à tous et qu'elle soit organisée dans les meilleures conditions possibles. Mais ça nous étonnerait parce que déjà, il y a de grosses mésententes entre les partis qui appartiennent à l'opposition et le pouvoir sur la composition et l'organisation de la composition de la commission électorale indépendante et l'organisation de l'élection. Cette commission électorale indépendante ne l'est pas en réalité. Et ça, c'est l'une des tares aussi des organisations politiques africaines. On veut une commission électorale indépendante parce que on ne croit plus dans ce que peut faire le ministère de l'Intérieur, mais c'est toujours le pouvoir qui décide de qui va être à la tête de cette commission et comment la composer. Alors donc sur cette question, bon, il y a déjà une difficultés, et il y a plein d'autres difficultés et on verra bien. Peut-être que Ousseynou a raison, mais pour le moment, on regarde, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore annoncé un quelconque report. En tout cas, une actualité sur laquelle on va revenir probablement sur la tribune du mardi. La suite avec, en République démocratique du Congo, eh bien, le vice-président de l'Assemblée nationale, membre de l'UDPS, qui a été destitué, Jean-Marc Kabound, a perdu la confiance de ses collègues. Il dit avoir été victime d'un complot, mais reste bon joueur. C'est à une session qui a quasiment viré au pugilat que les députés ont assisté ce lundi à l'Assemblée nationale congolaise. Réunis en plénière pour se prononcer sur la pétition du député d'opposition Jean-Jacques Mamba réclamant la destitution de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, les députés ont procédé à un vote. 289 ont voté pour, 17 contre et 9 se sont abstenus sur les 315 qui ont pris part au vote. Étant entendu que l'Assemblée nationale congolaise comporte 500 députés. C'est sans surprise pour moi, a commenté Jean-Marc Kabound sur son compte Twitter. Et il poursuit en ces mots. Ce passage en force du FCC est la preuve que le complot était ourdi et va au-delà de ma destitution. En vrai Tshisekediiste, je quitte ce poste la tête haute et sans compromission. L'opinion publique nationale note que quelques heures avant cette séance électrique, Félix Tshisekedi avait reçu la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Leurs échanges ont porté sur la bonne marche des institutions de la République.
Fidèle au président Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabunda Kabound s'était déjà retrouvé à plusieurs reprises en porte-à-faux avec le Front commun pour le Congo. D'ailleurs, pour rappel, en novembre dernier déjà, certains élus du FCC avaient envisagé une procédure en destitution après des propos jugés polémiques à l'encontre de Joseph Kabila. Ce vote est intervenu quelques jours après l'arrestation de l'élu du mouvement de libération du Congo à l'origine de la pétition Jean-Jacques Mamba, lequel élu réclamait le départ de Kabunda Kabound, critiquant ses prises de position dans la polémique autour de l'organisation du congrès pour la prorogation de l'état d'urgence. Sa pétition, envoyée au bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, le 13 mai, avait recueilli 62 signatures, dont plusieurs émanant justement du Front commun pour le Congo. Jean-Marc Kabound destitué, Ousseynou Nargueil, on a peut-être là le résultat de la guéguerre que se livrent les pro-Kabila et le groupe qui est proche bien sûr de l'actuel président Tshisekedi. Oui, absolument, c'est toujours, j'allais dire, l'illustration du fait que le président Étienne Tshisekedi est mal élu. Il n'occupe pas le fauteuil autrement qu'en le remplissant avec des coussins qui sont prêtés par son allié, l'ex-président Kabila. Et là, avec l'éviction, effectivement, par vote, mais un vote qui est entaché de soupçons d'irrégularité, puisque la pétition, déjà, pour aboutir à ce vote-là, a recueilli des signatures, dont certains signataires ont dit que la leur avait été imitée et ont porté plainte pour faux et usage de faux. On en arrive à une élection à l'Assemblée nationale qui se termine par un pugilat. Tshisekedi le président Tshisekedi contrôle d'autant moins l'Assemblée nationale que quand il y a quelques semaines, quelques mois, il s'était tapé sur les doigts par la présidente de l'Assemblée nationale qui lui a rappelé que ça devait passer par certains préalables, à commencer par une crise politique qui n'existait pas. Et l'autre chose qu'il faut déplorer, enfin qu'il faut souligner dans ce départ, cette éviction de Jean-Marc Kabound de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, c'est que Kabound n'est pas n'importe qui dans l'UDPS du président Tshisekedi dû être président. Eh bien, enfin, d'Étienne Tshisekedi, je veux dire, je confonds le père et le fils. Oui, de Félix. Il avait encore été en vie. Eh bien, le poste qu'occupait Félix Tshisekedi auprès de son père, ce poste-là que Jean-Marc Kabound a repris, qui était celui de fidèle d'entre les fidèles. Donc, c'est vraiment un camouflet pour le président Félix Tshisekedi, et on peut s'interroger sur le temps que durera encore la présence à la tête du Congo de Félix Tshisekedi après que son directeur de cabinet soit devant les tribunaux et traité comme un vulgaire prisonnier, montré à la télévision habillé en habit de prisonnier. Maintenant, c'est au tour de son autre bras droit, Kabound, d'être évincé. Je pense vraiment que le président Félix Tshisekedi est non seulement mal élu, mais il n'a pas les capacités pour présider et gouverner le Congo comme il le devrait, comme il le pourrait. Il règne, à mon sens, mais Félix Tshisekedi ne gouverne certainement pas. Et je voudrais dire un petit mot sur notre sujet précédent pour dire ce qui s'est passé avec l'élection au Burundi, c'est que le Burundi ne respecte rien en matière... On va revenir... au Covid-19. Nous, on va revenir sur le Burundi. Continue. Oui. Et puis, on va revenir sur le Burundi juste après ce sujet Ousseynou Nargueil. D'accord, je vous rends la parole. Oui, Georges Aboké, finalement la coalition formée par le camp de l'ancien président Kabila et l'UDPS, cette coalition-là est en train de vivre peut-être ces derniers instants.
Certainement, mais on ne devrait pas s'étonner de voir ce qui se produit en ce moment en République démocratique du Congo. Nous avons là les conséquences de l'élection assez difficile qui a eu lieu il y a quelque temps et qui a porté à la tête du pays Félix Tshisekedi. Cette élection a donné des résultats qui n'ont pas toujours été très clairs pour certains, mais à la suite de ça, on a vu les élections législatives et tout ça qui ont donné un autre résultat qui nous fait comprendre que l'ancien président est toujours là, est toujours présent, et que Félix Tshisekedi allait avoir à gérer le pays avec comme difficulté la présence dans pratiquement toutes les instances, la domination de l'ancien président Kabila. Et c'est une cohabitation difficile, et voilà, on est en train de la voir. C'est sûr que ce n'est pas terminé. Vous parlez même d'une sorte de, comment on va dire ça, d'éjection qui va peut-être arriver. Tout est possible, mais nous sommes en pleine cohabitation. Quand on n'a pas les pleins pouvoirs, eh bien voilà ce qui arrive. Et bon, qu'est-ce qu'on va dire? Ils sont nombreux les Congolais à se plaindre que le pays soit gouverné par des accords et non pas par des lois. Des accords, il y a eu trop d'accords entre les partis politiques, entre les leaders politiques, et souvent on oublie qu'il existe des lois. Et bon, voici les conséquences qui sont en train d'être bien visibles et de bloquer pratiquement la vie politique. Et nous avons cette actualité qu'on va évoquer rapidement, c'est la mort du président du tribunal de grande instance qui juge Vital Kamerhe ce mercredi, une disparition qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Là, c'est la porte ouverte à... Bon, c'est vrai qu'un être humain, à tout moment, peut s'en aller, mais il y a tellement de points d'interrogation qu'on attend que la science et la justice fassent la lumière sur cette disparition soudaine. Bon, tout ça est considéré comme pas très net, pas très clair. On attend de nouveaux développements concernant cette affaire. Et pour en venir à ce sujet cher justement à Ousseynou Nargueil qui l'évoquait déjà tantôt, c'est la victoire sans surprise au Burundi d'Evariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir qui s'est imposé à la dernière élection présidentielle. À moins d'un recours fructueux de la part de l'opposition, le général Evariste Ndayishimiye, âgé de 52 ans, succédera au président Pierre Nkurunziza à la tête du Burundi depuis 2005. Pierre Nkurunziza, le président sortant, a félicité mardi son protégé, le général Evariste Ndayishimiye, vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. Je félicite chaleureusement le président élu, Evariste Ndayishimiye, pour sa large victoire qui confirme que la grande majorité des Burundais adhèrent au projet et aux valeurs qu'il incarne. Nous sommes des témoins privilégiés de l'histoire. Que Dieu bénisse le Burundi. C'est en ces mots que s'est exprimé sur son compte Twitter Pierre Nkurunziza. Candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, le Conseil national pour la défense de la démocratie et les forces pour la défense de la démocratie, le général Ndayishimiye a remporté la présidentielle avec 68,72% des suffrages contre 24,19% pour son principal opposant Agathon Rwasa, selon les chiffres officiels annoncés ce lundi par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour le parti d'Agathon Rwasa, le Conseil national pour la liberté qui confirme son intention de saisir très rapidement la Cour constitutionnelle, il s'agit d'une mascarade électorale, un scrutin non crédible. Selon les textes, Evariste Ndayishimiye devra être investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. En 2015, la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat controversé avait plongé le pays dans une crise politique majeure qui avait fait au moins 1200 morts et quelques 400 000 déplacés burundais. Dans la foulée, le CNDD-FDD a également remporté les élections législatives qui avaient eu lieu le même jour sur des chiffres presque identiques. 68,02% devant le CNL 22,43% et l'UPRONA 2,44%.
L'élection présidentielle, les élections générales au Burundi, Georges Aboké, qui se sont déroulées, on le soulignait tantôt, malgré les risques de contamination au coronavirus. Donc il y a eu, comme on l'a vu sur ces images, la mobilisation forte pendant la campagne électorale et l'élection du dauphin du président Nkurunziza. Oui, on a même envie de dire que l'opposition, le pouvoir a été bien gentil de donner environ 20 à 25% à son candidat. Tout le monde s'attendait à ce résultat. On voulait voir maintenant quelle allait être la répartition des pourcentages. On la connaît maintenant. On n'est pas du tout surpris. Le président Pierre Nkurunziza avait subi la pression de la communauté internationale. Ça a conduit à une crise en 2015 et tout ça, l'a obligé à ne pas s'engager. Et même là, quand il avait dit qu'il ne s'engagerait pas, il y a eu un gros point d'interrogation qui a été posé. Et il a tenu parole, mais il a tenu parole en faisant en sorte que son dauphin, que lui-même a désigné, le remplace. Alors c'est ça qui rend la politique en Afrique difficile. L'alternance, on ne l'envisage pas du tout. On y va pour une conservation absolue du pouvoir sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir. Malheureusement, c'est le cas au niveau du Burundi et qui, en passant, qui n'a pas du tout tenu compte de l'existence de cette pandémie du coronavirus. Au Cellule Largaï, on a là un scénario à la Poutine en Russie? Enfin, un scénario à la Poutine, je ne dirais pas, parce que je ne pense pas que Nkurunziza, après le mandat d'Achille reviendra. Ce que je voulais dire sur Nkurunziza, c'est qu'il est passé en force pour organiser cette élection parce qu'il n'avait pas non plus le choix. L'armée lui mettait la pression pour organiser l'élection en temps et en heure. Il l'a donc fait en ne respectant pas le péril du coronavirus, tout comme le championnat de football burundais se tient avec des spectateurs en ne respectant pas les contraintes que devrait être le coronavirus. Alors je suis très sensible à un terme qu'a évoqué notre confrère évoqué un peu tout à l'heure, c'est le terme de cohabitation. Et je pense que la cohabitation, dans tous les cas, l'expérience l'a montré, profite toujours à celui qui semble ne pas détenir la réalité du pouvoir et ne pas prendre les décisions. Quand on l'a vu en France, la première à profiter, non pas Chirac qui était le Premier ministre de Mitterrand et qui prenait toutes les décisions, mais à celui-ci, Mitterrand, et dans la deuxième cohabitation, qui était Jospin, donc Jacques Chirac, c'est pareil, Jospin n'en a pas profité alors qu'il avait toute la réalité du pouvoir. Et en Afrique, quand on a des situations de cohabitation comme celle évoquée tout à l'heure par nos confrères, je pense que le pouvoir à la prochaine élection ne revient pas à celui qui semblait en avoir l'exercice et la réalité. Et ici, Nkurunziza, après être passé en force en 2015, devait avoir la décence de partir. Il est parti, mais celui qui tient vraiment, l'instance qui tient vraiment le Burundi, c'est l'armée burundaise. Ndayishimiye n'était pas le candidat préféré de Nkurunziza, mais l'armée ne voulait pas d'un candidat qui ne soit pas un militaire. Et finalement, donc, Nkurunziza a dû se ranger à ce choix-là, a fait l'élection et son dauphin apparent a gagné. La dernière chose, en tout cas, que je souhaite dire sur ce cas-là, c'est que là aussi, dans le cas ivoirien, on a une commission électorale nationale indépendante. Je crois que nos pays africains doivent en finir avec cette institution-là. Je l'ai dit plusieurs fois dans différentes tribunes et antennes. Je crois que l'élection présidentielle dans un pays démocratique normal doit être organisée par l'administration du sortant, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, et qu'on doit en arrêter avec les commissions électorales nationales et indépendantes
surtout que une fois qu'elles sont en place, on conteste leur indépendance, on conteste leur impartialité, on conteste la représentativité de l'opposition et de la société civile au sein de ces CENI-là et de ces Sénats-là. Donc je crois qu'il faut en arrêter là, en revenir à ce qui fait la base d'une élection, c'est-à-dire la confiance. Et quand la confiance n'est pas là, ou si elle n'est pas restaurée, ce n'est pas la peine de mettre en place cache-sexe comme les commissions électorales nationales indépendantes. Ousseynou Nargueil vient de le rappeler à l'instant, l'armée tient le pouvoir au Burundi. Ça veut dire clairement que Nkurunziza, même s'il le souhaitait, a très peu de chances de revenir aux affaires dans un premier temps. Déjà, il faut voir la longueur du mandat. La durée du mandat, c'est 7 ans. 7 ans, nous sommes en 2020. S'il veut revenir au pouvoir, c'est en 2027. Et ça, c'est pas du tout évident. J'ai le sentiment que ça va se jouer un peu comme en Angola. José dos Santos a passé le flambeau à son dauphin, mais qui est arrivé, qui a pris ses responsabilités et qui a décidé, dans un premier temps, de faire un nettoyage. Peut-être que ça va se passer comme ça au Burundi. Toujours est-il que cette élection au Burundi donne de l'eau au moulin de ceux qui font que, de ceux qui pensent que, eh bien, en Afrique, la politique, c'est quelque chose de très mal géré. Aujourd'hui, faut que chaque dirigeant africain se mette en tête que il a un rôle important à jouer, pas seulement dans son pays, mais pour toute l'Afrique et pour toute même la planète noire, la race noire, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui sur ce qu'on endure aujourd'hui en tant que noir un peu partout à travers le monde. Eh bien, c'est des fois parce que des dirigeants ont montré la mauvaise facette de ce qu'est l'Afrique, alors que l'Afrique est pleine de valeurs qu'il faut respecter. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien direct, mais il faut des fois ouvrir les esprits et puis voir que c'est pas toujours très évident et que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos pays qui donne une certaine force à d'autres de faire preuve de racisme, de faire preuve de mépris vis-à-vis des Africains et des Afros à travers le monde. Donc, chaque dirigeant africain doit se le tenir pour dit. Il a un rôle important à jouer pour faire en sorte que les autres regardent l'Afrique et regardent les Afros d'une autre façon. En tout cas, c'est désespérant de voir qu'on est toujours en train, en 2020 encore, de tourner, de souffrir des difficultés d'organisation, des fois d'une simple élection. Et quand on voit qu'on se bat des fois pour conserver le pouvoir, pour quel résultat? Ça donne quoi? Le coronavirus est venu révéler tout aujourd'hui. Les centres de santé, le système sanitaire, il est quasi nul dans la plupart de nos pays. C'est vrai que nous gérons assez bien la pandémie, mais n'empêche que quand on regarde, eh bien, c'est désespérant. Donc, tout ce qui se passe doit pousser aujourd'hui les dirigeants africains à revoir leur façon de fonctionner. Il faut revoir justement le fonctionnement de nos différents États, au moins pour permettre aux États africains, vous le soulignez tantôt Georges, de se doter de centres de santé, d'écoles, etc., de qualité. L'eau courante n'est pas disponible, tout ça, ça devrait gêner. Ça devrait gêner. On a le sentiment que parfois ça gêne pas beaucoup. Mais le secrétaire général de l'ONU, après avoir prédit lors de l'une de ses précédentes sorties que ce serait l'hécatombe en Afrique pour le Covid-19, a fini par saluer, après les efforts fournis par les pays africains pour endiguer la propagation de cette pandémie.
Même si le coronavirus a surpris le monde entier, la plupart des pays africains a su faire face à cette pandémie sur le continent. Une situation appréciée par les Nations Unies qui loue entre autres la consolidation de la coordination régionale, le déploiement du personnel de santé et l'institution des quarantaines, des confinements, sans oublier la fermeture des frontières. En revanche, cette crise sanitaire est en train de bousculer de nombreux acquis en matière de croissance économique, de révolution numérique et la mise en place de la zone de libre-échange qui prend de plus en plus corps. La pandémie aggrave les inégalités existantes et accentue la faim, la malnutrition et la vulnérabilité face à la maladie, relève aussi l'ONU. Nous sommes solidaires avec les peuples et les gouvernements africains ainsi qu'avec l'Union africaine pour faire face au Covid-19. La récente note de synthèse que les Nations Unies viennent de diffuser appelle pour une action internationale urgente afin de renforcer les systèmes de santé en Afrique, maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire, soutenir l'éducation, protéger les emplois, maintenir les ménages et les entreprises à flot et protéger le continent contre les pertes de revenus et les recettes d'exportation. Antonio Guterres a réitéré son plaidoyer pour un gel généralisé de la dette des pays qui ne peuvent pas en assurer le service, suivi d'un allègement ciblé de la dette et d'une approche globale des questions structurelles de l'architecture internationale de la dette afin de prévenir les défauts de paiement. Dans la foulée, le numéro 1 de l'ONU a exhorté les pays africains à maintenir leurs efforts pour faire taire les armes et faire face à l'extrémisme violent sans manquer de féliciter le soutien africain pour son appel à un cessez-le-feu mondial. Pour finir, Antonio Guterres recommande la vigilance car, poursuit-il, le virus est toujours une menace à la vie, aux moyens de subsistance et à la santé à travers le continent. Ousseynou Nargueil, finalement, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu compte après que le continent africain, malgré ses carences, est parvenu à afficher une meilleure riposte à cette pandémie à coronavirus. Oui, et puis d'abord, belles images de Dakar que vous avez montrées dans votre élément là, à l'instant. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique est brandée d'une certaine manière, qui fait que la perception négative que nous-mêmes et le reste du monde en avons font que nous avons peur à chaque fois que des catastrophes se produisent. Alors, surtout quand elles se produisent dans le reste du monde et que nous sommes affectés par la même pandémie qui est celle du Covid-19. Je dois vous rappeler que le premier décès que nous avons eu au Sénégal, c'était celui de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Et Pape Diouf, le soir même du jour où il est décédé, sa famille avait demandé à ce qu'il soit évacué par avion médicalisé vers Nice, alors que la France en était à beaucoup plus de morts que le Sénégal qui n'en avait pas encore. Donc vous voyez cette perception-là. Toujours dans le cadre du Covid-19, il y a un malade étranger du coronavirus au Sénégal qui a demandé à être évacué dans son pays d'origine. Il a été effectivement évacué et il y est décédé. Donc, je pense qu'il y a un branding de l'Afrique qui fait que, avec les microbes, la saleté, la promiscuité, on aurait pu penser que le coronavirus prospérerait, mais justement, ce qui s'est passé, je ne pense même pas que c'est la qualité de la riposte de nos systèmes de santé. Je pense tout simplement que nous sommes plus immunisés par rapport aux bactéries, aux virus et aux maladies, aux microbes, que nous les manipulons, nous les touchons de manière plus quotidienne, plus fréquente que ne le font les populations occidentales qui, quand elles viennent d'ailleurs en vacances en Afrique, dès qu'elles mangent un plat préparé autrement qu'avec du minéral, attrapent ce qu'on appelle fort justement la tourista. Je suis content qu'Antonio Guterres, en tout cas, arrête avec ses prédictions catastrophistes sur le nombre de morts en Afrique. J'avais été très désolé aussi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est un Africain, puisqu'il est éthiopien, ne l'ait pas repris pour corriger ces propos-là et est d'ailleurs semblé aller aussi dans ses prédictions macabres pour le continent africain. Je crois qu'on revient à plus de sérénité et je suis fier pour une fois de la capacité non pas de post-Afrique, mais de résistance individuelle des Africains et de résilience des Africains devant les maladies et devant la pauvreté et les microbes.
Hussein Nargueil le souligne, Georges, les Africains sont peut-être vaccinés, immunisés, pas contre le Covid-19, mais contre tous les microbes et toutes les maladies auxquelles ils font face. Ça fait que... Il y a tellement de maladies. En Afrique, la dernière dont on peut parler, c'est Ebola. Il y a Ebola, il y a la malaria, il y a toutes sortes de pathologies qui font plier les chines aux Africains. Et bon, je crois que les scientifiques peuvent le démontrer. Un corps qui arrive à résister à autant de pathologies finit par être pratiquement, je crois, immunisé. Je crois que c'est ce qui se passe avec le coronavirus. Les autorités, selon moi, ne devraient pas flamber dans une quelconque autosatisfaction. Bien au contraire, moi je suis pour que l'on intensifie la campagne de sensibilisation, faire en sorte que de plus en plus d'Africains soient, comment on va dire ça, sachent ce qu'il faut faire devant le coronavirus. Je souhaite également que les autorités africaines profitent de cette situation, parce qu'on est en train de parler de moratoire au niveau de la dette, de mettre à la disposition des pays africains un certain nombre de moyens financiers. Et alors, il faut saisir cette occasion pour pour mettre simplement de l'eau à la disposition des populations, de renforcer les systèmes de santé et de faire en sorte que, j'en parlais dans une émission en début de semaine, j'ai vu dans une localité au Congo une classe de 300 élèves. Alors quand on va rouvrir les écoles avec des classes aussi surchargées, on fait comment face au coronavirus? Donc il faut que nos autorités ne crient pas victoire maintenant, parce que de toute façon cette victoire, c'est vrai, c'est-à-dire la bonne gestion que nous avons actuellement leur revient certainement, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui leur échappent, et il est temps qu'on mette de l'eau à la disposition des populations, qu'on mette des centres de santé un peu partout, qu'on règle les problèmes sociaux de base, et alors quand la crise sera passée, eh bien on pourra faire face certainement aux difficultés économiques que cette crise aura installées. Mais il ne faut pas chanter victoire maintenant. Moi, je suis pour qu'on reste vigilant et pour que la sensibilisation, vraiment, on l'intensifie. Il faut rester vigilant, continuer, vous le soulignez à l'instant, Georges, continuer justement de sensibiliser et d'appeler à la responsabilité de tous ceux qui sont dans le déni. Et par rapport à la lutte contre le nouveau coronavirus, c'est bien, il y a eu au niveau de la Banque africaine de développement des actions fortes. Il y a eu 10 milliards qui ont été dégagés pour aider les pays africains à lutter contre cette pandémie. Mais en tout cas, Akinwumi Adesina est en proie à une contestation interne, et il a eu le soutien de 11 anciens chefs d'État et de gouvernement africains qui demandent de s'unir pour arriver d'abord à lutter contre la pandémie de Covid-19. On rappelle que cette lettre a été publiée après que les Américains ont demandé une enquête indépendante. Les anciens chefs d'État africains et de gouvernement, parmi lesquels Olusegun Obasanjo du Nigeria, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Haïlé Mariam Desalegn, ancien Premier ministre d'Éthiopie, Joachim Chissano, ancien président du Mozambique, pour ne citer que ceux-là, ont été unanimes. En pleine crise sanitaire du Covid-19, pas de place pour des disputes fratricides contre-productive. On peut lire dans la déclaration publiée vendredi que l'Afrique est confrontée à un défi sans précédent avec le Covid-19 et tous les efforts doivent être joints pour lutter contre la pandémie. Après avoir vanté le plan de riposte initié par le président de la BAD, Akinwumi Adesina, contre la pandémie, notamment en mettant en place un fonds Covid-19 de 10 milliards de dollars pour soutenir les pays africains, ils ont rejeté en bloc les accusations qui visent le président de la BAD, accusations de viol du code d'éthique des banques, relayées par des lanceurs d'alerte internes,
tout en rappelant qu'Akimoumi Adesina a clamé son innocence. Les chefs d'État rappellent que l'organe de surveillance juridique de la banque, composé de représentants des actionnaires, a blanchi le docteur Adesina de l'ensemble des 16 allégations, les déclarant sans fondement. Et pour eux, la lettre du secrétaire d'État américain au Trésor, deuxième actionnaire de la BAD et premier contributeur du fonds demandant une enquête indépendante, est inacceptable. On évoquait à l'instant la situation au niveau de la Banque africaine de développement, une banque qui fait actuellement face à une crise interne. Akimoumi Adesina, le président de la banque, est contesté par des donneurs d'alerte internes. Ouais. Alors une contestation qui passe mal auprès des anciens chefs d'État et de gouvernement africains. Et qui passe mal également auprès de son pays d'origine, le Nigeria, qui est l'un des piliers justement de cette Banque africaine de développement. On est en train d'attendre encore la suite de cette affaire parce que dans le déroulement de cette affaire, ce qui est un peu gênant, c'est que il est question de mener une nouvelle enquête, de lancer une nouvelle enquête, et certains semblent dire non, et ça décrédibilise quelque peu le président actuel de la BAD, Akimoumi Adesina. Alors bon, c'est un conflit un peu d'intérêts, on a l'impression, qui remonte peut-être à il y a quelques semaines, quelques mois, où le président de la Banque mondiale également s'était plaint du management, de la façon de gérer certaines situations de l'actuel président de la BAD. C'est une affaire qui est en cours. Bon, il serait intéressant de mettre de côté les origines, le pays, etc. Bon, encore qu'on l'accuse il est accusé de faire la part trop belle à des ressortissants de son pays au sein de la BAD. Bon, mais je crois qu'on devrait pouvoir mettre tout ça de côté et regarder froidement, objectivement, sa façon de gérer et puis voir s'il y a effectivement des difficultés, quelle décision prendre. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que c'est-à-dire les soutiens d'Akimoumi Adesina ne veulent plus entendre parler d'une nouvelle enquête. Alors, Ousseynou Nargueil, pour finir, Akimoumi Adesina a été blanchi par une commission d'éthique interne. Absolument, Akimoumi Adesina est interne. On pense mais la délation, on ne peut pas appeler autrement. Ousseynou Nargueil, on voit que la communication téléphonique n'a pas été des meilleures pour la fin, c'était parfait au départ. Akimoumi Adesina est victime de sa position, selon certains, de sa position de défenseur acharné de l'Afrique par rapport à cette lutte contre la pandémie de Covid-19, Georges ? Bon, ça c'est ce que disent certains. C'est ce que disent certains. Moi, je trouve qu'il s'agit là d'un président très actif, qui est sur tous les fronts. Maintenant, avec quelle méthode de management, peut-être que c'est cela qui pose un certain nombre de problèmes. C'est une affaire à suivre. On va voir. Il a ses soutiens. Mais pour être complètement propre, clair et net, si ceux qui donnent l'alerte et un certain nombre de membres exigent certainement une nouvelle enquête, s'il n'a rien à se reprocher, peut-être qu'il devrait accepter et puis pour faire en sorte que quand les résultats vont tomber, eh bien la page soit tournée sans difficulté, alors que là il y a une crise qui flotte dans l'air et les anciens présidents
présidents et chefs de gouvernement africains considèrent que s'il y a une nouvelle enquête, eh bien ça violera justement le fonctionnement de la BAD qui est codifié et qui en principe n'accepte pas de commission d'enquête externe. Et sans oublier que dans quelques temps, il y aura une nouvelle élection. Donc tout ça, bon, c'est ça, les élections. Et Hakim Wumi Adesina est pour l'instant le seul candidat. On ne sait pas comment ça se passera, mais de toute façon, on reviendra sur cette actualité. Merci à Ousseynou Nargueil d'avoir été en ligne de Dakar. Je rappelle qu'Ousseynou Nargueil est journaliste et fondateur du site d'information en ligne tract.sn. Merci Ousseynou. Merci à Aziz Tchandi. C'est nous. Merci à Georges Aboké. Et avec Georges, on ouvre une fenêtre sur le journal Pays de ce soir. Ce soir, nous allons parler d'un grand pays, un pays d'Afrique de l'Est, l'Éthiopie. L'Éthiopie d'Abiy Ahmed, l'Éthiopie qui, en tout cas, est sous les feux des projecteurs depuis maintenant quelques années, depuis la prise en main des choses par Abiy Ahmed, qui n'a pas mal de problèmes actuellement. De grosses difficultés internes. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.